Ce thème est assez intéressant puisqu'il est symptomatique de la relation employeur-salarié, conseil de prud'homme. Les sociétés en France, les employeurs en France ont le sentiment que lorsqu'un prud'homme est lancé, ils sont en difficulté. Leur position n'est pas totalement infondée quand on voit les statistiques. Au dernier état des statistiques rendues, connues, on s'aperçoit que la position des sociétés n'est pas infondée puisque 75% des décisions prud'homales qui sont rendues sont en faveur des salariés, pas forcément totalement, en tout cas avec des condamnations partielles contre la société. Lorsqu'on va en appel, on se rend compte que 19% des décisions d'appel sont une confirmation totale de la position prud'homale, 34% sont une confirmation ou infirmation partielle et 14% sont une infirmation totale. Quand on mélange ces chiffres, on se rend bien compte qu'il y a majoritairement des décisions qui sont rendues en faveur des salariés. Pour autant, par rapport aux décisions que je vais évoquer aujourd'hui, on peut aussi se poser la question de certains points de vue, certaines positions jurisprudentielles qui sont assez étonnantes et qui entraînent une crainte de la société qui est assez justifiée. La décision la plus fondée juridiquement, la plus aberrante factuellement, est relative à la démission, décision qui a été rendue il y a quelque temps. Une décision au travers de laquelle la Cour de cassation rappelle qu'une démission ne se présume pas, une décision doit être claire et non équivoque. En l'occurrence, dans ce dossier-là, vous avez un salarié qui a disparu de l'entreprise du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. La société, pendant 2 ans, ne sait pas ce qu'il fait. Elle estime au bout de 2 ans qu'il n'est pas revenu, qu'évidemment, elle le considère en tout cas comme démissionnaire. Elle estime qu'elle n'a pas à le licencier puisqu'il n'est plus là. La Cour de cassation vient rappeler qu'elle ne peut pas, la société, estimer que le salarié est démissionnaire, elle aurait dû le licencier. Et donc le salarié ayant attaqué évidemment cette démission obtient gain de cause et sa démission est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toute l'aberration, c'est que la société va donc devoir payer des dommages et intérêts pour ce licenciement qui est infondé, alors que son salarié a de lui-même quitté l'entreprise pendant 2 ans en ayant retrouvé un travail. Donc on est dans le non-sens total, même si juridiquement, d'un point de vue extrêmement strict, cette décision se tient. J'ai juste envie de dire qu'à un moment donné, on a aussi le droit de faire passer le bon sens devant le point de vue strict. La plus déconcertante, c'est une affaire assez particulière. Puisque c'est un salarié qui est protégé, salarié protégé veut dire représentant du personnel, qui est licencié par l'entreprise. L'inspection du travail donne l'autorisation, le salarié fait un recours devant le ministère annule la décision d'inspection, ce qui veut dire que le salarié est réintégré à son poste, le tribunal confirme, la cour d'appel administrative confirme et le Conseil d'État confirme aussi que depuis le départ, l'inspection du travail a eu tort. Pourquoi cette décision est en soi aberrante? Puisqu'il a été estimé que parce que le salarié n'avait pas reçu son avis de passage, l'avis de passage n'avait pas été déposé par la Poste, il n'avait pas été informé de la convocation d'entretien préalable, et donc, n'ayant pas été informé, il n'avait pas pu se rendre à l'entretien préalable, ce qui était une erreur de forme qui, lorsque cela concerne les salariés protégés, est une erreur de fond, ce qui veut dire que le licenciement est forcément infondé. Pour un salarié non protégé, cette erreur de forme n'aurait aucune conséquence, si ce n'est l'allocation potentielle d'un mois de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Mais le licenciement serait fondé. Pourquoi c'est aberrant? C'est aberrant parce que si l'inspection du travail donne autorisation de licenciement, c'est qu'objectivement, les faits sont graves. Et parce que la Poste n'a pas laissé d'avis de passage dans la boîte aux lettres, on vient réintégrer un salarié dont le comportement a été jugé comme inadmissible. Donc vous mettez face à l'entreprise une administration qui a commis une erreur et vous faites subir à l'entreprise et à l'ensemble de ses salariés par rapport au comportement du salarié en cause, une erreur qui ne lui est absolument pas imputable. C'est absolument aberrant, même si encore une fois, juridiquement, ça peut s'entendre. La décision la plus décalée, c'est une affaire assez amusante. C'est un steward qui est dans le cadre d'une escale, dans un hôtel, et qui va dérober le portefeuille d'un client de l'hôtel en estimant que ça fait partie de sa vie privée. La société, son employeur, en est informé, licencie le salarié en estimant qu'il y a une violation de son obligation de loyauté et puis que ça atteint aussi son image de marque. Le salarié conteste devant le prud'homme et nous avons une bonne décision de la Cour de cassation qui vient rappeler que ça n'est pas parce que le steward, à ce moment-là, est dans un hôtel qu'il a la capacité de faire ce qu'il veut. Il est lié, effectivement, au titre du contrat de travail par son obligation de loyauté. Et en allant dérober ce portefeuille, il a commis une infraction. Ce qui est assez amusant, c'est pour ça que je dis que cette affaire est assez intéressante, c'est qu'on a donc un salarié qui estime qu'il ne pouvait pas être licencié, alors que le fait qu'il a commis était forcément en lien avec son contrat de travail, puisqu'il était dans cet hôtel au titre de son contrat de travail, et qu'il a essayé de laisser entendre que ce vol, finalement, n'avait aucune conséquence. C'est assez aberrant. La décision la plus abracadabrante,
c'est cette affaire qu'on a gérée au cabinet d'un salarié conducteur de bus qui a créé sa société de bus privés au travers desquels les gens, qu'on a tous vu passer à Paris, où les gens font la fête. Ce sont des discothèques dans un bus, en l'ensemble de la ville. Ce salarié a un accident du travail au sein de son entreprise d'origine. Il est arrêté au titre de son accident du travail. Et pendant plusieurs mois, il n'exécute pas de travail, puisqu'évidemment, son dos l'empêche de pouvoir conduire un bus. Et puis on apprend qu'en réalité, il a créé cette société et qu'il conduit son propre bus dans le cadre de son activité personnelle. On s'interroge, on s'inquiète, on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de mauvaise foi, puisqu'il ne peut pas conduire un bus d'un certain tonnage avec une clientèle particulière, mais il peut conduire un bus d'un tonnage largement supérieur, alors qu'il a le même problème de dos, avec sa clientèle à lui. Raison pour laquelle nous saisissons l'inspection du travail, parce que ce salarié est protégé, pour demander l'autorisation de licencier pour deux fondements. Le premier fondement, c'est un manquement à l'obligation de l'OIET, puis le deuxième fondement, c'est parce que nous payons toujours un 13e mois à ce salarié, et donc on estime qu'en payant ce 13e mois, il y a un préjudice, puisqu'il ne travaille plus pour nous, alors qu'il travaille pour lui et qu'il démontre d'une manière ou d'une autre qu'il est en capacité de pouvoir conduire un bus. Malheureusement, l'inspection refuse, le ministère refuse, le tribunal administratif refuse, la cour administrative d'appel refuse. Nous sommes devant le Conseil d'État et nous estimons que le Conseil d'État, on l'espère, rendra une bonne décision puisque, encore une fois, il y a beaucoup d'aberrations dans les décisions que je cite depuis tout à l'heure. Il y a une véritable aberration d'avoir un salarié qui n'est pas en capacité de conduire un bus en particulier, le bus de son employeur, mais qui est parfaitement en mesure de pouvoir conduire son bus à lui. Il y a forcément en soi un problème d'aide de l'OIET qui est évident.